Bonjour à tous. Donc je me présente, Charles Morizio et Mathieu Méric qui m'accompagne aujourd'hui. Donc on a voulu vous faire un petit retour d'expérience sur un nouvel outil qu'on a eu depuis un tout petit peu plus d'un an dans le service MPR de Robérol. Ce nouvel outil, c'est un exosquelette pour la rééducation de la marche, plutôt orienté vers nos patients qui ont eu un AVC, même si on peut l'utiliser sur différentes pathologies. On a fait des tests un petit peu, mais ce sera plutôt de la neurologie centrale, globalement. Juste pour mettre un petit peu de contexte, en fait, cette rééducation à la marche, c'est un objectif majeur pour nous dans notre prise en charge, parce que ce qu'on observe chez nos patients post-AVC, c'est que ils ont des troubles très hétérogènes. On peut retrouver des troubles moteurs, sensitifs, cognitifs ou autres. Mais en fait, ce que nous on veut mettre en avant, c'est avant tout le déficit de marche qu'on retrouve chez nos patients. Donc, ce qu'on vous présente ici, donc 80% de nos patients vont avoir des troubles de la marche à 3 mois, et seulement 50% vont remarcher avec une autonomie complète à la fin de leur rééducation. Et en fait, ces capacités de marche, elles sont corrélées à la qualité de vie, à l'autonomie, mais elles sont aussi corrélées au temps d'hospitalisation et à la destination de sortie de l'hospitalisation. Et donc, c'est un élément majeur parce que la durée de l'hospitalisation va varier en fonction de l'acquisition de la marche. Et donc, pour le futur du patient, c'est quelque chose on doit proposer une rééducation la plus adaptée pour promouvoir la récupération de cette marche. Donc, c'est un enjeu majeur de notre prise en charge. Alors, la rééducation de la marche, elle suit forcément les processus de récupération. Donc, il y a plusieurs processus qui sont mis en place. On a une récupération qui est majoritairement repérée dans les 3 premiers mois. Alors cette récupération, elle suit des processus spontanés et aussi des processus d'apprentissage. Et c'est sur ces processus d'apprentissage qu'on va un petit peu plus se porter sur notre rééducation robot-assistée par la suite. Et ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il y a une fenêtre de plasticité cérébrale. Alors la plasticité, c'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles liaisons, à créer de nouveaux réseaux neuronaux pour apprendre des mouvements. Et donc, cette fenêtre, elle est assez courte et elle est plutôt présente en début de rééducation. Même si cette plasticité, elle est présente, en fait, sur toute la prise en charge, mais elle est majoritairement présente en début de rééducation. Et ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que pour favoriser ces mécanismes d'apprentissage, on a des critères à mettre en place dans notre rééducation. Et ces critères sont de proposer une rééducation qui est intensive. Intensive, surtout en termes de répétition, en termes de nombre de répétitions. Et donc, pour proposer un grand nombre de répétitions, il faut avoir une technologie qui propose justement l'accompagnement du patient sur ces mouvements et sur la répétition d'un mouvement fonctionnel, mais surtout un mouvement efficace. On reviendra un petit peu dessus par la suite. Et pour apprendre un mouvement, alors c'est peut-être bête de le dire comme ça, mais il faut qu'on oriente la rééducation vers une tâche spécifique définie. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à marcher, en fait, au bout d'un moment, il faut le faire marcher. Et la question se pose, en fait, pour les patients qui sont non déambulants. Les patients non déambulants, alors on a des outils pour mesurer l'autonomie à la marche. Nous, ce qu'on utilise, c'est la FAC modifiée. En fait, quelqu'un qui est déambulant, c'est quelqu'un qui est capable de marcher au moins 10 mètres sans aide humaine. Et c'est l'aide humaine qui compte, parce qu'en fait, c'est ça qui va modifier l'autonomie de la personne. Et donc, pour nos patients qui sont pas déambulants, qui n'ont donc pas la capacité de marcher au moins 10 mètres sans aide humaine, il faut trouver des solutions dans la rééducation pour leur apprendre à marcher. Et en fait, la charge de travail pour les thérapeutes, quand on a quelqu'un qui est non déambulant pour essayer de lui faire apprendre ce mécanisme de marche, est assez lourde. On a des patients qui sont difficiles à mobiliser. Et c'est dans ce cadre que la rééducation robot-assistée, elle trouve son intérêt. Alors là, c'est pas du tout lisible, je suis désolé, mais c'est juste pour vous présenter, en fait, c'est des recommandations de rééducation de la marche des patients post-AVC qui a été proposée en 2020 par une équipe qui a fait vraiment une revue générale sur toutes les modalités de rééducation qu'on peut proposer aux patients. Et ce qui ressort, alors ils ont fait plusieurs recommandations. Petit rappel juste, la rééducation des patients post-AVC, elle est définie un petit peu selon la période qui suit l'AVC. Habituellement, on définit sur la phase aiguë, subaiguë et chronique. Alors eux, ils ont fait une recommandation un petit peu différente avec la définition de phase plutôt précoce. Une phase précoce qui serait entre de 48 heures à 3 mois après l'AVC. Et en fait, on retrouve que c'est sur cette période de plasticité cérébrale
Et c'est là où les mécanismes d'apprentissage ils sont majeurs. Et leur proposition, c'est que cette rééducation robot-assistée, donc comme je vous présentais, qui propose une rééducation orientée vers la tâche de marche, avec un grand nombre de répétitions et qui demande moins de charges aux thérapeutes, et ben en fait, elle devrait être proposée dans ces 3 premiers mois, et seulement pour les patients non déambulants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on a quelqu'un qui est capable de marcher, le fait de le mettre dans un exosquelette ou de soutenir le poids du corps, ça diminue l'intensité de rééducation. Donc en fait, c'est vraiment pour proposer une activité de marche à des personnes qui n'ont vraiment pas la capacité d'avoir cette activité de marche. Alors les recommandations, on en reparlera peut-être si vous avez des questions à la fin, mais c'est 3 à 5 fois par semaine, entre 30 minutes et 60 minutes pour une séance, et sur des protocoles entre 4 à 8 semaines. Et ces protocoles, ça permet une amélioration de l'autonomie à la marche. Donc pour avoir une efficacité sur une personne, donc pour proposer une récupération de l'autonomie à la marche pour une personne, il faut proposer cette méthode de rééducation à 8 personnes. Et aujourd'hui, dans la littérature, c'est la méthode de rééducation qui propose la meilleure récupération de la marche pour un patient non déambulant. La littérature évolue un petit peu dernièrement, surtout, vous voyez, vous avez 2 grosses revues de la littérature qui ont un nombre de patients assez important et qui montrent une récupération des capacités d'équilibre grâce à cette méthode de rééducation et une amélioration de la vitesse de marche. Alors la vitesse de marche est corrélée au risque de chute, et donc on peut aussi se poser la question de l'intérêt de cette méthode de rééducation pour améliorer les capacités globales de marche et pas seulement l'autonomie à la marche. Ce qu'on retrouve aussi, c'est que cette rééducation robot-assistée, ou par exosquelette, elle propose des cycles de marche qui sont réguliers, symétriques, et qui limitent l'apparition de mécanismes de compensation. Or que quand on veut qu'un patient récupère la marche, on veut pas seulement qu'il déambule 10 mètres pour dire qu'il est marchant. On veut qu'il ait une marche la plus efficiente possible, une marche qui coûte peu d'énergie, et donc une marche symétrique, la plus efficace possible. Donc, ça semble quand même être une technologie assez intéressante. Donc la rééducation robotisée, elle est apparue au début des années 2000. Le premier outil qui a été créé, c'était le Gait Trainer. Alors pas celui-là, celui le plus vieux, vous pouvez le retrouver chez nous en MPR. Il a été créé en 99 par le docteur Stéphane Hesse, et il y a plusieurs autres Gait Trainers qui ont été développés depuis, et c'est ce qu'on appelle un effecteur terminal. Alors en fait, c'est que vous avez 2 petites plateformes qui font comme un mouvement d'un vélo elliptique, et en fait, ça permet à la personne d'avoir un soutien du poids du corps par un harnais et un mouvement qui est guidé juste pour les pieds. Alors par contre, il n'y a pas de contrôle des articulations. La personne elle doit trouver la solution pour avoir le meilleur, le mouvement le plus adapté possible. D'autres systèmes qui existent, ce sont les exosquelettes. Alors l'exemple le plus connu et qu'on retrouve le plus dans la littérature, c'est le Lokomat. Donc à la différence de l'effecteur terminal, c'est que les articulations, elles sont gérées aux hanches, genoux, chevilles. Ça permet un mouvement plus propre, plus adapté, plus efficient, mais par contre, ça nécessite moins de participation du patient sur le contrôle des différentes articulations et donc une marche un petit peu moins active. Et les derniers, ce sont les exosquelettes dits autopropulsés. C'est la nouvelle génération d'exosquelettes qui permettent un contrôle des différentes articulations du membre inférieur pour proposer un cycle de marche adapté, mais qui contrôlent aussi le tronc et qui peuvent permettre un déplacement réel dans l'environnement de rééducation. Et donc celui que nous avons eu, nous, depuis un peu plus d'1 an, c'est le système Atalante de la société Wondercraft. Alors, vous avez une petite photo ici de l'outil. Donc ce qu'on voulait vous rapporter aujourd'hui, c'était un retour de notre expérience sur comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on a pu observer autour de cette année d'expérience. Donc cet outil, ce qu'on nous a donné, c'est l'exosquelette et une tablette. Cette tablette, elle nous permet en fait de recueillir les dimensions du patient et après avoir eu les dimensions du patient, on va venir régler l'exosquelette. Alors, c'est un outil qui s'adapte à pas mal de patients. On a quelques contre-indications. Je ne sais plus si tu as la liste, Mathieu. Les contre-indications, on va retrouver les femmes enceintes, une escarre, les problèmes d'ostéoporose, un surpoids, et puis il y a des problèmes de taille aussi. Des patients trop grands, de plus d'1,90 m ou de moins d'1,50 m, c'est un peu plus compliqué pour l'installation.
Ensuite, donc, une fois qu'on a créé le patient dans la tablette, on vient modifier manuellement les dimensions de l'exosquelette. Alors, ça demande un petit peu de pratique et ça demande un petit peu de temps aussi. Et ça nous permet en fait d'avoir un exosquelette qui est vraiment aux dimensions de la personne. Alors, ce qu'on voulait vous montrer sur l'image de droite, c'est que je vous ai présenté que c'était une rééducation pour les patients non déambulants. Ce qui veut dire non déambulants, ça veut dire des transferts un petit peu compliqués. Et en fait, on a un outil qui peut s'ouvrir complètement et qui permet des transferts au guidon de transfert ou carrément aux lève-personnes avec le filet. On peut faire des transferts un petit peu compliqués, même si dans la pratique réelle, c'est pas si facile que ça. Voilà. Ensuite, cet exosquelette, il y a des choses à quand même spécifier. C'est que aujourd'hui, au niveau législation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on est obligé d'avoir des exosquelettes qui sont maintenus par un support. Parce que les exosquelettes, même s'ils s'équilibrent, vous allez voir dans une vidéo, ils sont équilibrés, mais on doit pouvoir prévenir le risque de chute. L'exosquelette pèse 80 kg. Déjà, une chute pour un patient, c'est pas très agréable, mais avec 80 kg qui suivent, c'est un petit peu dur. Ce que vous pouvez voir sur la photo du milieu, en fait, c'est un petit capteur qu'on place dans le dos des personnes, et c'est ce qu'on appelle une centrale inertielle. Ça va détecter un mouvement au niveau du tronc, et ce mouvement au niveau du tronc va entraîner un mouvement de l'exosquelette. Et enfin, sur la droite, vous avez une manette, une télécommande, qu'on peut donner aux patients pour ceux qui ont des troubles cognitifs mineurs, parce que sinon ça peut être compliqué avec un exosquelette. Mais cette télécommande, elle nous permet de contrôler différents types de marches, donc marche avant, marche arrière, marche sur le côté et demi-tour. Ensuite, on a plusieurs types de marches. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire de là où vous êtes, c'est peut-être pas top, mais on a différents modes de déplacement. Tu veux présenter? Ouais. Alors, on a des déplacements à petits pas qui s'appellent le early gait. Donc ça, c'est une marche qu'on utilise souvent pour rassurer les patients au départ et pour qu'il y ait une certaine habituation au robot. Et on a une marche à pas plus symétrique avec une plus grande amplitude qui est le real gait. Et dans ces deux types de marches, on a soit un travail qu'on dit passif, soit actif. Et on peut même gérer la symétrie du travail. Donc on peut doser la résistance en fonction du côté plégique. Et c'est ce que vous pouvez voir sur la droite, en fait. Donc, si on a un patient hémiplégique, on peut décider de donner une assistance complète du côté plégique parce qu'il n'aura pas la capacité de déclencher le mouvement, mais on peut réduire l'assistance du côté sain, ce qui va permettre d'augmenter l'intensité de la rééducation et donc d'aller suivre les recommandations d'une rééducation intensive. Donc, cette première vidéo, c'est une vidéo d'un déplacement justement sur le early gait avec des petits pas. Donc là, en fait, ça a été un petit peu rapide au début, mais ce que vous pouvez voir, c'est que en fait, le patient s'est penché en avant et c'est lui qui a initié le lever du passage de la position assise à la position debout. Ensuite, on est obligé de régler la hauteur de l'assistance pour être sûr que l'exosquelette est bien en sécurité. Et ensuite, vous allez voir que le patient va initier le début de la marche. Donc là, notre collègue Valentin est en train de régler en fait le niveau d'assistance et le type de marche qu'il a décidé. Et le patient déclenche la marche. Et donc ça, c'est la marche en early gait. Ce sont des petits pas. Donc ce patient, on va vous le présenter par la suite. C'est un AVC sylvien, un AVC ischémique sylvien droit. Un patient qui avait une négligence assez importante et un trouble de l'équilibre avec très peu de mise en charge sur son membre inférieur gauche et des difficultés à transférer le poids du corps. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que sur l'utilisation de l'exosquelette, on a déjà un petit travail de transfert du poids du corps. Et c'est déjà quelque chose de très important en début de rééducation. L'utilisation du membre inférieur parétique et sain. Et ensuite, l'autre type de marche qu'on voulait vous présenter, donc c'est le real gait. Donc vous pouvez voir que la distance des pas est plus importante, que le patient doit gérer de plus en plus l'équilibre. Et cependant, pour ce type de marche, en fait, le thérapeute est indispensable parce qu'il doit gérer le transfert du poids du corps de l'exosquelette. Donc, dans un monde parfait où le patient arrive à transférer son poids du corps, l'exosquelette peut marcher tout seul. Sauf qu'avec un patient hémiparétique, c'est un peu plus compliqué. Donc, le thérapeute doit aider l'exosquelette à s'équilibrer. Le demi-tour, lui, est tout le temps en mode passif. On n'a pas de demi-tour actif.
Et vous allez voir en fait le comportement de notre patient sur cette vidéo qui est assez intéressant, c'est l'énergie qu'il va mettre pour repartir. Et en fait, il essaye vraiment de faire accélérer l'exosquelette. Et c'est ce comportement qu'on essaye de retrouver dans notre rééducation pour avoir le plus d'intensité possible. Ensuite, cet exosquelette, il nous permet aussi d'avoir un suivi de notre patient et son évolution au cours de son hospitalisation, avec un retour sur le temps de rééducation qu'on arrive à donner pour chaque séance, le nombre de pas réalisés et le niveau d'assistance. Donc ça, c'est un autre patient qu'on va vous présenter par la suite. On va commencer par celui-là. Donc en fait, ce patient, c'était un patient tétraparétique niveau C4 qui avait déjà une capacité de marche avec une aide technique assez importante avec un déambulateur. Je sais pas si on m'entend encore. Ouais, c'est bon. Et en fait, on a utilisé ce robot de rééducation à la marche pour le stimuler un peu plus, pour faire des séances plus longues parce qu'il avait tendance à sous-utiliser ses capacités de marche. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des séances, on n'avait pas forcément une augmentation du temps de rééducation, on avait une augmentation globalement du nombre de pas, mais on avait surtout une diminution de l'assistance. Et il a fini les séances, donc ce patient, il a eu 19 séances de rééducation, et il a fini les séances avec un taux d'assistance qui était à 0, ou très faible, et on est même monté sur des séances avec résistance, c'est-à-dire que l'exosquelette freinait son mouvement, l'obligeait à forcer contre l'exosquelette. Alors, c'est pas scientifiquement propre, mais on a des patients les deux patients qu'on vous présente, c'est les patients qui ont fait le plus de séances, et ils ont globalement amélioré leur capacité de marche. Donc ce patient tétraparétique est passé de 60 mètres au test de marche de 6 minutes avec un cadre de marche jusqu'à 120 mètres avec 2 cannes anglaises. Et l'autre patient que vous avez vu en vidéo, il est passé il a augmenté son périmètre de marche et ses capacités de marche sur un TDM6. Mais surtout, ce qui compte, c'est qu'en fait, il est passé d'une marche avec aide humaine, et il a acquis une marche sans aide humaine, une marche autonome. Alors, dans notre service, aujourd'hui, on a 4 kinésithérapeutes formés pour l'utilisation de l'exosquelette. On a une ergothérapeute qui est également formée, qui a mis en place des séances parce que cet outil peut aussi permettre de travailler l'équilibre debout. Alors c'est un petit peu compliqué, on reviendra peut-être dessus si vous avez des questions, mais c'est un outil difficile à transporter dans un service. Et on a quelque chose qui est intéressant, on a une prof APA qui est formée, qui peut proposer donc des exercices de rentraînement à l'effort, des exercices de renforcement et des activités ludiques en situation de debout pour des personnes non marchantes. Ensuite, en un an, on a mis 30 patients sur l'exosquelette. Et la moyenne du nombre de séances, elle est de 3,8 séances par personne. Alors, comparé aux recommandations, il y a des questions à se poser, mais c'est surtout qu'on a beaucoup de patients qui ont fait qu'une seule séance. Après, on a quelques patients qui ont pu l'exploiter de manière un peu plus importante, et c'est ça qui a été intéressant pour nous. Globalement, nos séances, elles sont comprises entre 15 et 30 minutes, donc on est un petit peu juste au niveau temps de rééducation, mais ce qu'on observe, c'est que nos patients, ils sont épuisés en fait après des séances de rééducation comme ça. Et donc c'est la question vraiment du temps de rééducation qui se pose. Et après, Mathieu va vous parler un petit peu de l'accessibilité du dispositif. Voilà, alors moi je voulais revenir avec vous sur ce phénomène d'accessibilité. Alors j'ai eu la chance d'être formé pendant 2 jours par la formatrice qui fait partie de l'entreprise Wondercraft. Et elle était psychomotricienne en plus, donc elle a pu me donner de bonnes techniques, de bonnes adaptations. Alors c'était un gros challenge pour moi parce que le Gait Trainer, donc l'outil qu'on vous a montré au départ, avec les effecteurs terminaux, ça, j'arrivais à les installer, les patients dedans, il n'y avait pas de souci. Mais c'est un outil qui est très statique, en fait, et quand le patient est dedans, il est très sécurisé et plutôt immobile. Et j'étais plutôt pressé de voir si je pourrais utiliser le robot et pour voir si je pouvais dompter la bête, quoi. Et c'est toujours un challenge parce que on se dit, est-ce que une tablette, c'est tactile, est-ce que ça va être accessible ? Bon, maintenant, de plus en plus d'outils le sont, mais il faut que l'application soit accessible, que les boutons, les icônes soient labellisés, parce qu'on a un lecteur d'écran sur la tablette, et il faut être capable de viser les bons icônes, et en tout cas qu'ils soient bien vocalisés par la petite voix qui sort de la tablette.
Et donc c'était le cas, à part pour quelques petits boutons retour arrière ou à la fin de chaque séance, on a deux petites icônes, deux petites emojis sourire ou bonhomme pas content pour que le patient puisse évoquer la qualité de sa séance. Donc ça, après une fois qu'on a localisé les icônes, on s'en sort. Il y avait aussi l'enjeu de l'installation du patient. Alors là, il y a vraiment un travail interdisciplinaire pour le coup. Quand mes collègues voient que je suis en galère, donc autant nos collègues aides-soignants que kinés, APA sont là pour m'aider. Alors pour les premiers réglages, je demande de l'aide parce que l'interface de la tablette est assez lente avec le lecteur d'écran. Mais une fois que les premières données du patient sont rentrées, moi je suis capable de le réinstaller tout seul. Alors, par contre, il faut faire jouer du tournevis et puis des travers de doigts parce qu'il y a des graduations qui sont pas en braille. Et on doit régler la longueur de cuisse, longueur de jambe, prendre les mesures de la largeur du bassin du patient avec une toise. Donc là, il me faut un petit coup de main. Mais par contre, après, dans mon téléphone, je me suis fait un petit listing pour chaque patient que j'installe à l'intérieur. Et je sais que voilà, j'ai un patient qui a 5 travers de doigts pour la cuisse, un demi-travers de doigt pour la jambe. Donc j'ai mes petits repères comme ça. Voilà. Et après, il y avait l'enjeu aussi du déplacement dans l'espace, comme c'est un déplacement en 3 dimensions. La chance qu'on a, c'est qu'il est installé dans un sécurisé par le fait qu'il est suspendu au plafond. Et puis il est installé dans un couloir de marche à côté des barres parallèles. Donc je me sers de ça comme repère. Et puis j'ai tendance à utiliser assez longtemps la marche à petits pas au départ, le temps que le patient s'habitue vraiment. J'ai tendance à y mettre des patients aussi, si je suis vraiment seul, qui cognitivement sont capables de me dire quand il faut que je m'arrête. J'ai mes repères à peu près, mais l'exosquelette, il faut anticiper un petit peu. Il doit finir toujours son cycle de marche après qu'on ait appuyé sur le bouton stop. Donc s'il y a son fauteuil qui se trouve en face, voilà, le robot lui va pas s'arrêter de lui-même. Contrairement à quand je guide un patient dans le couloir, voilà, c'est plus fluide. Donc c'était l'enjeu, mais on s'en sort plutôt. Il y a plusieurs kinés déficients visuels maintenant qui sont formés en France par la société. Voilà. Et puis les retours des patients sont plutôt positifs. En tout cas, mon retour d'expérience par rapport au Gait Trainer, c'est vraiment cette marche sans erreur. Autant dans le Gait Trainer avec des patients qui pouvaient avoir des genoux qui continuaient à récurver ou qui se laissaient vraiment affaisser dans l'appareil. Là, on a une sensation de confort qui est nettement améliorée, franchement. Voilà. Et donc en conclusion, on est heureux d'avoir cet outil qui ouvre des perspectives sur la rééducation de l'équilibre et de la marche de nos patients non déambulants. On a, comme disait Mathieu, un retour qui est plutôt positif de la part des patients qui ont pu effectuer plusieurs séances. Alors on a aussi des patients qui ont eu peur de l'appareil. C'est obligatoire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça met une ambiance dans le service. Quand les patients voient l'exosquelette, c'est pas rien. Ça donne, c'est ce qu'on voulait aussi apporter, c'est que ça donne une importance à la rééducation. On a des patients qui ont l'impression que c'est peut-être rien, mais quand on a des moyens, les patients ont l'impression qu'ils ont plus de chance, en fait, je pense. Et ça donne une motivation et une implication des patients qui est peut-être supérieure. Et après, ce qu'on présentait par rapport aux recommandations, c'est que il faut se poser la question de comment on l'utilise, essayer de favoriser son utilisation, mais il y a plein de questionnements qui sont encore autour de ça. Et puis après, je pouvais pas m'empêcher, parce que c'était aussi de vous présenter d'autres projets. Ça, je vous mettrai pas la vidéo, parce que sinon ça va prendre du temps, mais on a d'autres projets pour améliorer la rééducation robot assistée encore dans le service, des projets en développement, avec notamment l'utilisation de la réalité virtuelle sur le Gait Trainer. Voilà, donc c'était pour pas prendre trop de temps, mais on répondra à vos questions avec plaisir. Merci.